tous et bienvenue dans les Off de KO. Nouvel épisode comme chaque mois avant un UFC numéroté. Là, c'est juste avant UFC 310. On va en parler longuement dans ce podcast et je suis bien accompagné pour discuter de tout ça. Je suis avec le prophète. On va commencer par le prophète. Christian, comment ça Malik Sylla, tout va bien? Tout va bien. Merci. Magnifique, merci d'être présent. Et on a aussi un invité de marque qui n'est pas venu les mains vides, Bafodé Gassama. Salut Bafodé. Salut Christian, salut Malik, merci de me recevoir les gars. Et merci à toi d'être venu avec ta ceinture, déjà, ceinture de champion AEF, et ta médaille d'argent au dernier Zimaf à Bakou en Azerbaïdjan. C'est vraiment une période assez faste pour toi. Il y a pas mal de choses. Tu reviens de ces Zimaf, de ces championnats du monde. On va parler de ta transition chez les professionnels aussi qui est en ce moment. Mais avant toute chose, déjà, ces Zimaf, cette médaille d'argent, déjà, comment tu l'as vécu, ton parcours sur cette compétition et comment tu as vécu ce moment-là? Alors moi, très content d'avoir ramené une médaille d'argent, même si je suis déçu d'avoir perdu la finale. Mais moi, en fait, il faut savoir que c'était mes deuxièmes IMAF mondiaux. L'année dernière, j'étais en Albanie, mais je m'étais blessé. Du coup, j'ai pas pu m'exprimer totalement. Donc, c'était très difficile mentalement de revenir pour ces IMAF. J'ai réussi à relever le défi. Et ensuite, non, ça s'est très bien passé. Premier combat, je fais un finish au premier round. Deuxième combat, maîtrise totale, décision unanime. Après, pour la demi-finale, mon adversaire s'était blessé. Ouais. Donc, du coup, je suis qualifié directement en finale. Et après, je perds en finale contre un Ouzbek à domicile. Ouais. Déçu, mais bon, après, c'est comme ça, c'est le sport. Et sinon, bonne expérience et très content de finir là-dessus. Exactement. Alors, tu parles de finir parce que, effectivement, là, ça y est, c'est officiel. Ouais. Ta période de carrière amateur, c'est terminé. Ouais, non, c'est terminé. J'ai fait 20 combats en 2 ans, 2 fois champion de France, champion de l'AEF, vice-champion du monde. Pour moi, j'ai bouclé la boucle. Donc, du coup, très content de finir sur ça. Je pense que ça suffit. Aujourd'hui, tu as 30 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Tu as commencé le MMA, en tout cas, tu as pris ta première licence MMA il y a 2 ans seulement, en 2022. Quand tu mesures le parcours et le chemin parcouru, qu'est-ce que tu en penses? Quel bilan tu fais de ces 2 ans de MMA finalement? Franchement, c'est passé très très vite. Je suis rentré dans le MMA très humblement, dans le sens où je voulais apprendre. C'est-à-dire même quand j'avais des défaites, j'étais prêt à enchaîner. Parce que moi, mon but, c'était d'apprendre. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre dans le MMA, c'est faire beaucoup de cash. Donc moi, je suis très content des 2 ans. Je suis à un record de 15-5. J'ai réussi à faire des titres. Ouais. J'ai fait des combats fédéraux. J'ai fait des combats dans des organisations privées. J'ai fait un peu de tout. J'ai combattu à l'étranger et tout ça. Donc moi, ça a été 2 ans très riches. Et tout ce qu'on peut faire en amateur, je l'ai fait. Donc je suis très content. Ouais, effectivement. Et juste avant ça, il faut savoir que Bafodé ne faisait pas du tout de MMA. Tu faisais autre chose. Tu faisais du foot, en fait. C'est ça. Moi, là-bas, je suis un footeux. Et comme je disais, moi, je voulais devenir footballeur dans le foot, mais je m'étais pressé. C'est-à-dire qu'à 20 ans, en 2013, j'étais parti faire des essais en Angleterre, j'étais parti en Belgique. C'était pas fructueux pour moi, dans le sens où je pense aujourd'hui, j'étais pas assez fort. Mais je pense aussi que je me suis précipité. J'aurais pu me construire à 21, 22 ans, et ensuite, vers 25 ans, partir peut-être pour essayer de vivre du foot. Parce que ce qu'il y a, la différence dans le football, c'est qu'il y a les superstars du foot et il y a ceux qui veulent vivre du foot. Et tu vois, entre ces deux mondes-là, il y a un univers d'écart. Et moi, en fait, je voulais être une superstar du foot, mais je n'avais pas le niveau. Et ensuite, je me suis brûlé les ailes, donc ça m'avait fait très mal. Et ensuite, je me suis installé à Paris en 2016. Je faisais de la musculation, mais je me suis dit, vas-y, je vais commencer l'MMA. J'en avais marre de voir des gens qui n'étaient pas forcément forts. Mais je voulais pas devenir un rageux, je voulais pas être quelqu'un qui se réveille à 35 ans, ouais, si j'aurais voulu, j'aurais pu. Je me suis dit, t'as vu, je vais commencer, je vais faire le parcours classique. Et voilà, aujourd'hui, je suis satisfait, tu vois. Et c'est ça qui est important dans le parcours de Bafodé, Malik, c'est qu'il a fait ce qu'il dit, le parcours classique, enfin qui est classique depuis récemment, parce que le circuit amateur est tout neuf, ça fait que 2 ans et demi qu'il existe réellement. Et ce parcours-là, il y a pas mal de jeunes qui essayent de le contourner un petit peu, d'aller très très vite, mais Bafodé a eu l'intelligence de le faire en entier. Déjà, il faut s'inscrire dans un club. Prendre sa licence, ça c'est important, ça permet de s'entraîner dans les bonnes conditions et oui, se tester. La vérité, c'est le combat, donc il faut aller s'inscrire aux compétitions fédérales. S'il y a des galas, lorsqu'on a un peu le niveau, il faut aller chercher aussi cette opposition-là. Ça vous prépare à la suite. En tout cas, c'est vraiment
un incubateur, je dirais, de tout ce qu'il faut être, tout ce qu'il faut travailler, tout ce qu'il faut savoir avant d'arriver chez les pros, si en tout cas on en a l'envie ou le rêve. Et le parcours de Bafodé, il est inspirant en ce sens-là, où il s'est dit, je vais essayer. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, peut-être qu'il aurait fait autre chose, on ne sait pas. Mais voilà, il a essayé, il a cru en ses chances. Et il se retrouve aujourd'hui avec ce poids à porter sur lui. Une très belle ceinture et une médaille. Et la médaille d'argent donc au dernier IMAF. Je reviens sur ce que tu disais par rapport au football. Tu disais il y a les superstars du foot et ceux qui veulent vivre du football. Toi maintenant, en MMA, est-ce que tu veux être une superstar du MMA ou tu veux vivre du MMA? Moi, mon premier objectif, c'est de vivre du MMA. Après, le foot, c'est un sport collectif, ça, c'est un sport individuel. Ça m'appartient plus, dans le sens où si j'ai le niveau pour arriver au top niveau, j'essaierai. Mais c'est pas quelque chose dont j'ai rêvé, dans le sens où je peux pas me mentir à moi-même, dans le sens où j'ai commencé tard. Ouais. Je suis pas un Daniel Cormier, je suis pas un Samba Sima, tu vois. J'ai pas commencé à 12 ans, j'ai commencé à 28 ans. Tu vois, si j'aurais peut-être commencé la boxe anglaise à 20 ans ou à 22, j'aurais pu. Moi, je ne vais pas me mentir à moi-même. Je suis très honnête avec moi-même. Je vais essayer d'aller le plus haut possible. Et je vais prendre chaque chose au fur et à mesure qu'ils viennent à moi. Oui, parce que c'est important, hein, Malik, de le resignifier pour tous les gens qui regarderont ce podcast. Tu n'as pas fait d'autres sports de combat avant. C'est-à-dire que tu es venu directement au MMA. Il fait partie de cette nouvelle génération de combattants qui sont 100% MMA. C'est ça, c'est la génération Z, c'est ça qu'on dit. Il commence par le MMA parce que le MMA est devenu en tout cas un sport à part entière. Alors certes, on s'inspire de la lutte, on s'inspire de la boxe, on s'inspire du jiu-jitsu, du grappling. Mais en soi, ça donne un sport hybride qui a ses codes, qui a ses propres règles, qui a son propre ADN aussi. Et on peut apprendre, justement, lorsqu'on trouve un bon club, lorsqu'on trouve des bons coachs, on peut apprendre. Et parfois, lorsqu'on commence dans un club de telle ou telle discipline, on vous colle une étiquette tout de suite. Ah, toi, tu es un striker, toi, tu es un grappleur, toi, tu es ci, toi, tu es ça. Alors que le MMA... on doit être capable d'utiliser la boxe quand on en a besoin, on doit être capable d'utiliser la lutte quand on en a besoin, d'utiliser le sol quand on en a besoin. Et c'est ça, en fait, un bon combattant de MMA, il doit être capable d'être, j'ai envie de dire moyen partout, mais d'avoir des points dans lesquels il est performant, mais sans être forcément étiqueté d'une telle ou telle faculté. C'est une réflexion qu'il faudrait pousser. Effectivement, c'est une réflexion à mener. Je sais que vous êtes souvent au front, Malik, pour mener ce genre de réflexion. Bafodé, est-ce qu'il y a quand même un secteur dans lequel tu as ton secteur de prédilection? Est-ce que tu peux nous le donner? Mon secteur de prédilection, moi, je m'entraînais en kickboxing, pied-point. Mais sinon, après, aujourd'hui, je pense aussi que du fait peut-être que je viens d'Afrique de l'Ouest, on lutte souvent chez nous. Ouais. Donc, automatiquement aussi, j'ai cette étiquette un peu de lutteur, tout ça. Tout dépend aussi de l'endroit d'où tu viens, tout ça. Mais moi, je me dirais que je suis plus un striker. Mais il y a des gens, quand ils me regardent combattre, disent non, toi, t'es un lutteur. D'accord. Donc, en vrai... Donc, il y a toujours un petit flou quand même. Pour moi, il faut s'adapter. D'accord. Pour moi, c'est ça. Un combattant d'MMA, il doit être capable de s'adapter à tout type de combattants et tout type de style. C'est ça. C'est les arts martiaux mixtes. Ouais. C'est capable d'allier tout ça. Très bien, très bien. Alors juste avant de parler de ta transition vers le monde professionnel, on va faire un vrai point sur le monde amateur et notamment sur les règles du MMA amateur, parce qu'il y a des petites différences, des subtilités, mais qui changent beaucoup de choses. On voit là les règles. Alors différence MMA amateur, MMA pro. Déjà le temps de combat, tout simplement. Des rounds ne sont pas des rounds de 5 minutes, c'est des rounds de 3 minutes. Donc il faut vite entrer en action, vite mettre en place sa stratégie. Pas de coup de coude et pas de coup de genou chez les amateurs. Bafodé. À la tête. Ouais. Pas de coup de genou à la tête. Effectivement, ça change toute une stratégie, ça. Clairement. En fait, juste déjà sur le temps de combat. Un combat en 3 minutes, c'est ça que je dis, moi, en tout cas de ce que j'ai pu analyser. 3 minutes, l'être humain, il tient. 5 minutes, c'est l'athlète. Quand on rentre dans les 120 dernières secondes, c'est vraiment quelqu'un qui s'est entraîné à ça, qui peut tenir sur cette durée-là. Mais 3 minutes, un être humain, il va tenir pendant 1 minute.
Tu vois, ça va chamailler pendant une autre minute. Son camp, il va lui dire 60 secondes, il va tenir. 5 minutes, là, c'est l'athlète. Là, c'est vraiment un professionnel. Ensuite, tout ce qui est aussi, tu vois, lutter, par exemple, dans ma catégorie de poids, lutter pendant 5 minutes, tout de suite, ça devient très long. Bien sûr. Dans le sens où porter un homme de 100 kilos pendant 5 minutes, c'est très compliqué, surtout contre son gré. On rappelle que tu étais en 97 kilos lors des derniers. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai été, moi, je combats en France en moins de 93, mais sinon, mon poids de forme, c'est 198 kilos. Donc, du coup, là, ils avaient ouvert les catégories. Donc, je me suis inscrit en 97. Mais sinon, oui, et aussi pour tout ce qui est coup de coude, coup de genou à la tête. Par exemple, pour quelqu'un qui a l'habitude d'aller chercher quelqu'un dans les jambes, s'il sait qu'il y a des coups de genou à la tête, ça sera déjà, il aura peut-être une appréhension à y aller le chercher dans les jambes. Et puis après aussi, tout ce qui est la gestion de poids. Ah, j'allais venir. Dans le sens où nous, en amateur, on est pesé le matin du combat. C'est-à-dire il y en a qui le font, hein. Quand on est parti au championnat du monde, il y avait des gens, ils cutaient des 4 kilos. Et tous les jours. Tous les jours. Waouh. Voire plus. Il y en a qui cutaient voire plus. C'est dangereux pour l'organisme, ça. C'est dangereux pour leur organisme, et surtout en amateur, parce que tu ne peux pas récupérer. On se pesait entre 6h30 et 7h30, et il y en a, ils étaient possibilité de combattre à 15h. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne récupèrent pas en vrai. Mais dans les pays là-bas, ils faisaient des transfusions sanguines et tout, tu vois. Alors, ils récupéraient par, c'est ça, intraveineuse, non? Intraveineuse, ouais. Voilà. Des intraveineuses et voilà. Certains le font, même à haut niveau. Alors, parce que lorsque vous buvez, au bout d'un moment, vous évacuez. On ne peut pas se réhydrater uniquement par l'eau. Il faut être capable de d'être hydraté. Donc, certains utilisent des perfusions. Waouh. C'est un niveau. C'est effrayant. Alors toi, venant de France, avec l'équipe de France, quand tu as vu ces pratiques-là, alors j'imagine en 2 ans d'amateurisme, tu as vu beaucoup de choses sur le circuit. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tout de suite tu t'es posé des questions? Est-ce que tu t'es demandé si c'était légal ou illégal? Non, bah après ça nous prépare au monde pro. Donc je savais pas ça se faisait en amateur les intraveineuses, mais je savais qu'il y avait des gens qui cutaient des 7-8 kilos. Au championnat du monde, ça je le savais. En amateur. En amateur, ça je le savais. Je l'ai vu, tout ça, donc ça je savais. Mais intraveineuse, non, c'était une première fois que je voyais ça au championnat du monde là qu'on a eu, là c'est la première fois que je voyais ça. Incroyable. Alors juste, petite question par rapport au point, dernière question. Le fait de ne plus avoir à cutter tous les jours sur une compétition comme ça, comme sur une semaine comme aux IMAF, ça te fait du bien? Ou est-ce que c'est un exercice que tu aimais bien? Non, moi je cutais pas beaucoup. Moi je descendais vraiment à 93. Mais quand je descendais à 93, j'étais fatigué. Parce que je descendais, je commençais un mois et demi en avance. Mais bon, comme j'avais pas de nutritionniste, tout ça, je faisais moi-même un régime un peu, tu vois. Mais là, pour moi, c'est une libération d'aller en pro. D'une, je suis payé. D'une, je pourrais plus combattre à mon poids de forme. Je dois gérer qu'un combat. Par exemple, au championnat du monde, moi, j'ai fait 3 combats. Il y en a, ils en ont fait 4. Pour faire les championnats de France, souvent, tu fais 2 ou 3 combats en 2 jours. Ça veut dire on a eu l'habitude de faire plusieurs combats tout de suite, ne pas rester sur une victoire ou une défaite, enchaîner. Là, nous, on arrive dans tellement on a connu des conditions drastiques, c'est beaucoup plus facile pour nous. Une pesée 36 heures avant, gérer qu'un adversaire, non, c'est plus facile. Mais c'est ça, en fait. Sur ça. Après, le niveau, non, il va faire que d'augmenter. Mais sinon, sur la gestion, c'est beaucoup plus facile pour nous. Et c'est la plus grosse leçon que tu retiens finalement de tes 2 ans chez les amateurs, c'est cette gestion-là? Ouais, c'est la gestion de combat, savoir s'adapter le plus rapidement à son adversaire, vu qu'on en a connu plusieurs. Et aussi, tu vois, par exemple, aujourd'hui, comme on disait, il y a beaucoup de gens qui se précipitent. Ils vont faire un combat en Belgique ou en Suisse et ils se prennent pour des pros, alors qu'ils ne sont pas professionnels. Qu'aujourd'hui, nous, on sait, par exemple, moi, je sais c'est quoi faire un main event. Je sais c'est quoi, je sais c'est quoi rentrer dans une cage, je sais que c'est quoi avoir du public, tout ça, la pression. J'ai l'habitude de ça. Donc pour moi, ça va être beaucoup plus facile. Très bien. Il y a une chose aussi qui change lorsqu'on passe du monde amateur au monde pro, ça va être la rémunération. Ça aussi. La rémunération, c'est différent. Alors, c'est très rare. Il y a certains amateurs qui bénéficient d'une hype et qui sont très suivis, qui parviennent qui ont des sponsors, qui parviennent à dégager des bourses intéressantes. Mais le gros step, il se fait là. Vous pouvez combattre en amateur pour 200 €. Alors, quand vous arrivez chez les pros, si vous négociez bien, ça peut aller jusqu'à 2K, 3K pour des néo-pros. Donc, c'est tout de suite plus intéressant. Mais c'est une autre gestion.
Être pro aussi, c'est professionnel, c'est pas. C'est un travail. C'est un travail. C'est effectivement un travail. On va parler de ton passage en professionnel. Juste avant, on aimerait vous montrer un teaser d'un documentaire qu'on va vous présenter dans quelques jours. Le documentaire de la performance de Samba Sima à ces fameux IMAF. Samba Sima qui lui aussi a fait. Samba. Oui, Samba, camarade de Bafodé. Il a son hymne. Il a son hymne, effectivement, au sein de l'équipe de France. Il a fait une très belle performance, lui aussi, médaille d'argent dans la catégorie bantamweight. Et notre journaliste Jérémy Triquet l'a suivi. Ça va donner un très très beau documentaire. Regardez. 1m72 pour 61 kg, Samba Sima, c'est le nouveau prodige français du MMA. Je me dis que c'est un jeu. Je suis là pour toucher sans me faire toucher. Je suis là pour dominer mon adversaire. Pendant une semaine, Canal+ a suivi l'ambitieux combattant lors du championnat du monde amateur en Ouzbékistan. Je vais tous les tuer. Cette année, je laisse la décision à personne. Signé Samba Sima, un documentaire inédit à découvrir jeudi 19 décembre sur Canal+ Sport 1. Voilà, documentaire autour de Samba Sima à suivre. Vous étiez là pendant toute cette semaine-là. Vous l'avez suivi. Évidemment, forcément très déçu pour lui d'avoir perdu en finale, mais belle expérience aussi pour lui. Et surtout, il a impressionné pas mal de monde. Là, la question, je la pose à vous deux, parce que évidemment, Malik, vous êtes partie prenante dans tout ça. Très, très impressionnant, vraiment, de le voir enchaîner les KO sur le début de la compétition. Ouais, franchement, bon, après Samba, pour moi, de toute l'équipe de France, je l'ai dit dans un podcast il n'y a pas longtemps, on m'a dit de classer un peu les gens de l'équipe de France. Pour moi, c'était le plus talentueux, dans le sens il a fait 3 KO, 3 fois premier round, donc rien à dire. La finale, ça se gagne. Il a perdu contre un mec à domicile qui a fait que le coller. Bon, c'est le game plan contre game plan, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais non, Samba, il a fait une compétition de fou. Il s'était préparé de fou. Donc moi, j'étais vraiment déçu pour lui sur ça, tu vois. J'étais dégoûté, moi, d'avoir perdu ma finale. Mais je sais que, tu vois, Samba, il était venu très revanchard. Parce que l'année dernière... il avait pris le bronze. Voilà, avec le bronze, là, il voulait vraiment gagner. Il arrive jusqu'en finale. Ça veut dire que j'étais dégoûté pour lui, mais c'est le sport. Ouais, jusqu'en finale avec la bannière. Il y a ce qui s'est passé là-bas et ce qui s'est passé aussi ici. On l'a suivi. Il a vraiment fait vibrer tout un club, tout un pays. En tout cas, la planète MMA, on peut dire planète MMA France. Oui, francophone. Francophone, elle a vibré. Que ce soit les blogs spécialisés, on dit encore blog. les pages, je crois qu'il y a encore les pages spécialisées, vraiment plein de sites MMA, ils lui ont donné du soutien, de la force. Merci vraiment pour tout ça. Toutes les personnes qui vont apporter du soutien à Samba, il l'a ressenti, il ne s'est pas encore exprimé là-dessus, mais vraiment merci à tous ceux qui ont soutenu Samba et qui soutiennent aussi à travers ça le MMA francophone. Donc c'était top. Et non, vous avez eu un beau parcours. Vous avez été bien entouré et j'ai hâte en tout cas de voir le doc, là, juste là. Ouais, même moi, j'ai hâte de le voir. Ça envoie. J'étais dans les inside et tout. Non, franchement, on avait une équipe de fous en général, tu vois. Tous les mecs qui étaient là, ils avaient minimum 17, 18 combats. Moi, équipe très expérimentée. Ouais, moi, Samba, Wally, on était 2 fois champion de France, champion de l'AEF. C'est-à-dire, c'était des gens qui étaient là, ancien champion du monde. Il y avait Vidal, vice-champion d'Europe. La plupart des gens qui étaient là, ils étaient prêts, tu vois. Donc, les résultats qu'il y a eu, c'est normal. Très bien. Revenons sur toi, Bafodé, ton passage chez les professionnels. Alors, juste pour éclaircir, on a parlé des 97 kilos aux IMAF. Tu vas bien combattre chez les pros en 93. Un light heavyweight, ça c'est acté. Très bien. Pas question de monter au-dessus. Non. Parce que de descendre. La question se demande plus à descendre. Descendre chez les 84. Mais j'ai pas plus envie que ça. Je verrai, on verra. Mais pour l'instant, je me resterai bien en 93. Très bien. Suivant comment ça se passe, suivant peut-être les propositions et les orgas, mais je me vois bien en 93, moi. Très bien. 93 kilos. Du coup, tu viens de l'évoquer, les orgas. Dans quel orga vas-tu passer professionnel? Il y a beaucoup d'organisations en France, et même un peu, si on élargit à l'Europe. J'imagine que tu as eu des propositions. Tu es peut-être en train de discuter avec des organisations. Avec qui vas-tu signer? Écoute, on est en discussion. Je ne peux pas en dire vraiment plus parce qu'on est encore en train de peaufiner les détails. La seule chose que je peux dire, c'est que ça sera en France. D'accord. J'ai choisi une organisation française pour développer mon image et développer même ma carrière. Il y a 2 grosses organisations en France, Malik. Il y en a une, alors, ce qu'on n'a pas dit depuis le début de cette émission, c'est que tu t'entraînes au MMA Factory. Oui.
Le pont entre MMA Factory et Ares, on le connaît. C'est pas un pont, c'est un couloir. Hein, il y a un couloir normalement entre le. Donc il y a des possibilités. On va donner les noms. Oui, bien Ares sûr. ou Hexagone MMA. Ça se joue entre les deux. Oui, c'est ça. On est en train de peaufiner les détails et ça devrait arriver sous peu de temps normalement. Très bien. Et je vais trahir un petit secret. En même temps, on est dans les off de KO. Ce que tu nous disais en off, c'est que maintenant, ta tête chauffe un petit peu, dans le sens où tu as d'autres choses à gérer au-delà de juste ta vie de combattant. Tout à fait. Tu deviens un entrepreneur, en tout cas pour ta carrière. C'est la passerelle entre le monde amateur et professionnel. Comme je te disais, on a tous vu des footballeurs qui étaient très forts au foot, mais qui n'ont pas pu passer ce step-là. Et là, moi, je l'ai compris, là, dans le step de amateur à pro, tu dois être beaucoup au téléphone. Au début, en tout cas, il y a des gens qui vont gérer des choses pour toi. Tu ne peux pas tout gérer. Tu dois être capable de déléguer. Même si deux fois, tu n'as pas forcément bien confiance en la personne, il y a des choses que tu ne peux plus faire par toi-même. Et tu ne peux plus seulement te concentrer sur le combat. Pas au début, en tout cas, je pense. Après, au fur et à mesure que tu fasses ton équipe, que les choses se construisent autour de toi. Mais sinon, au début, oui, c'est une vraie période d'incertitude. Tu passes dans le monde professionnel. Wow. Tu vois, en amateur, une erreur, c'est une maladresse. En pro, une erreur, c'est une faute. Tu vois. Donc, à partir de ce moment-là que tu sais ça, c'est un autre. Tu montes dans le monde pro, c'est-à-dire que tu es un professionnel de ce que tu fais. Tu dois être capable de gérer tous les aspects. Il faut être, j'ai envie de dire responsable. Il faut trouver son cercle, trouver des gens à qui parler, à qui demander. Parce que tout le monde fait des erreurs, hein, que ce soit dans le monde pro, soit dans les sports de combat ou dans le monde pro en général, hein, que ce soit dans le journalisme ou quoi. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, à demander à des gens qui ont fait déjà ou qui sont passés par là. C'est peut-être un conseil comme ça aux jeunes qui se lancent. Et voilà, et penser, je pense qu'il est important de pouvoir se concentrer que sur le combat. De pouvoir se concentrer que sur le combat le plus possible. Parce que c'est beaucoup de pression, de gestion. C'est vrai que ces discussions-là, elles n'existaient pas forcément à l'époque où le MMA était en train de monter, ou à l'époque où Xavier ou moi, on a pu combattre, ou c'était quoi, 2008, tout ça. Donc, il n'y avait pas forcément ces questions-là. C'était, combien tu pèses là? Il y a un combat là-bas, en Russie ou un truc là. C'est chaud, c'est payé tant à l'ego. Ouais. C'était ça. Mais là maintenant, ça se professionnalise. Il y a des structures qui mettent des sous, qui investissent. Il y a des possibilités aussi de monétiser son image et tout. Donc tout ça, c'est des choses qu'un seul combattant ne va pas forcément pouvoir tout gérer. Bien sûr. Donc c'est important de pouvoir s'entourer et oui, de déléguer. Alors ça coûte. Ça coûte quelque chose, mais rien n'est gratuit en fait. Il faut, si voilà, toi tu as la possibilité de me faire gagner en visibilité et voilà, sur 100 euros, là je prends une image, hein, sur 100 euros ça va me coûter 30 euros, c'est toujours 70 de gagner. Bien et 30. C'est ce 30 euros-là, c'est du temps que moi je ne vais pas passer à faire ça. Et surtout, je vais économiser mon énergie et je vais donner ça à quelqu'un qui sait faire. Je n'irai pas faire des pattes d'ours avec un gars qui fait avec un coach de natation, par exemple. Forcément. Même s'il connaît la prépa physique et tout, c'est logique d'aller vers ceux qui connaissent. Et je pense que dans cette image-là, il faut aller chercher ceux qui savent. Ouais. Très bien, très bien. Un gros travail donc, à faire pour toi, Bafodé, et pour d'autres combattants aussi, hein, qui sont en 2025 attendus sur les circuits professionnels. Ça va être très intéressant et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Parlons maintenant de ce qui nous attend ce week-end, messieurs. UFC 310. J'imagine que tout le monde est au fait des combats, etc. On va quand même remontrer la carte de cette UFC 310. Déjà le rendez-vous sur l'antenne de Canal+ Sport 3 à partir d'1h GMT dans la nuit de samedi à dimanche, cette UFC 310. Alexandre Pantoja face à Kai Asakura, le nouveau venu à l'UFC. Tout droit. Lui, pour le coup, c'était vraiment tout droit. C'est du jamais vu, ça, non? Un mec qui n'a jamais fait de combat. Ah, si, c'est arrivé chez les féminines, non? Il y a très longtemps, pas forcément chez les féminines, mais chez les garçons. Le dernier à avoir fait ça, c'est 2008, 2007. Non, pardon, je dis n'importe quoi. C'est 2014, et c'était un combat dans la catégorie bantamweight. Et une catégorie bantamweight qui, à ce moment-là, avait besoin de sang frais. Un peu comme là pour la catégorie flyweight. Kai Asakura, donc, qui va défier Alexandre Pantoja
pour le titre. Shavkat Rakhmonov, qui je crois est un des favoris de Bafodé Gassama face à Ian Machado Garry. Cyril Gane, on va en parler dans un petit instant, contre Alexander Volkov. Bryce Mitchell qui fait son retour après le gros chaos qu'il a encaissé il y a quelques temps, il y a quasiment un an. Il affronte Kron Gracie. Et puis Nate Landwehr, le toujours très spectaculaire. Nate Landwehr aussi sera en ouverture de main card. On va parler de Cyril Gane qui fait son retour 15 mois après son dernier combat. C'était à l'UFC Paris, l'UFC Paris 2 en septembre 2023. Lui aussi est MMA Factory, comme toi, Bafodé. Alors, j'imagine que tu n'as pas travaillé avec lui là, pour sa préparation pour ce combat-là, mais tu as dû tourner avec lui dans la salle. Ouais. Qu'est-ce que c'est de tourner avec Cyril Gane? Bah, la salle, déjà, il est gentil. Mais dès qu'il appuie sur la pédale, on sent l'écart de niveau. Ouais. Je suis tourné avec lui, il m'a mis un genou dans le ventre. Je croyais que j'avais cassé ma côte. Si. Wow. Je suis parti faire une radio directe parce que moi, je suis beaucoup dans les trucs IRM et tout. Je n'ai pas envie de me blesser. Et non, dès qu'il appuie, pour moi, en pied-point, je suis quelqu'un, je m'estime être très observateur. Pour moi, en pied-point, il n'y a personne qui a son niveau. Dans la catégorie UFC poids lourd, c'est le meilleur en pied-point. Debout, déplacement. Après, il a perdu que contre des monstres. Mais oui. C'est-à-dire qu'en vrai, les gens, ils l'enterrent un peu vite, mais c'est lui-même un monstre. Et pour moi, la seule manière de le battre, c'est lutter ou voilà. Sinon, c'est impossible. Debout. Encore faut-il l'attraper. Et encore faut-il l'attraper, tu vois. Parce que, mais pour moi, Cyril Gane, c'est pas forcément un bon gamin. Non, quand on le voit combattre, effectivement, c'est... Frappe les gens comme ça. Tu dis bon gamin, cœur. Ouais, c'est ça. Non, ça n'existe pas. Dans ce sport, ça n'existe pas les bons gamins, en vrai. Il est là pour taper. Donc non, pour moi... Tu penses que les gens ont été un peu injustes avec lui? Je pense qu'en France, on est dur envers les sports. Mais après, le MMA est nouveau. Dans le sens où... Comment je pourrais dire ça ils ont été un peu injustes, mais les MMA, c'est comme ça. Ouais. On avait un exemple, là, il n'y a pas longtemps, avec... comment il s'appelle? Celui qui a perdu en 66, là. Max Holloway. Oui, Max Holloway. Il fait une masterclass contre Geji. C'est le roi du monde. Là, il se prend un KO, tout le monde le... C'est ça. Le MMA, c'est ça. Hein. Tu vis avec l'épée, tu meurs avec l'épée. Donc, c'est le sport qui demande ça. Et toi, personnellement, tu es prêt à ce côté versatile des fans? Parce que sur les réseaux, ça grouille de fans de MMA qui ont 10 000 avis différents. Hein. Mais quand tout le monde se met sur les côtes de celui qui vient de perdre, c'est toujours vraiment difficile. On a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps, Benoît Saint-Denis. Ça a été très dur sur les réseaux pour lui après. Est-ce que tu es prêt, toi, à ce côté versatile des fans? Moi, après, tu sais, dans les 20 combats que j'ai eu une période de creux. Ouais. Donc, je l'ai déjà vécu, ce truc-là, où je suis arrivé vite. En 6 combats, j'étais devenu champion de France. J'avais fait un combat, j'étais passé à la télé, j'avais fait un beau finish. Ensuite, je me suis blessé au championnat du monde. J'ai enchaîné une défaite, 2 défaites. J'ai reperdu après. Donc, j'ai déjà senti ce coup de mou. Mais comme je dis, c'est le sport qui demande ça. Ce qui compte, c'est que toi, tu avances et tu te relèves, tu vois. Mais le MMA, c'est le seul sport où les gens qui parlent, comment dire, publiquement, c'est pas des pratiquants d'MMA. Ouais. Tu vois, par exemple, dans le foot, les gens qui parlent publiquement, c'est des gens qui ont joué au foot, tu vois. Mais le MMA, c'est le sport où tout le monde peut parler. C'est-à-dire qu'il faut l'accepter. Mais moi, en tout cas, je l'ai déjà vécu en petit niveau amateur et je suis prêt à le vivre. C'est le sport qui demande ça. Très bien, très bien. On revient un instant sur Gane contre Volkov. C'est le deuxième combat entre ces deux combattants. Comment tu le sens, toi, Cyril? C'est un combat quand même, j'allais dire périlleux. Peut-être pas périlleux, mais en tout cas, il joue beaucoup. Sur ce combat-là, sa place dans le sommet, en tout cas, parmi les contenders pour la ceinture. Alors, ceinture d'Aspinall ou ceinture de John Jones, ça c'est encore autre chose, on pourra l'évoquer éventuellement. Mais il joue beaucoup sur ce combat-là. La différence entre le Cyril Gane de 2021 qui a battu Volkov et celui de 2024, c'est laquelle selon toi? Ça va être l'envie, je pense, et l'état d'esprit. Il sort d'une défaite. Il sort d'une défaite. Alors certes, c'est face. Il sort d'une victoire. Il sort d'une victoire face à Spivak. Ça va être l'envie, en fait. Il y a tout ce temps qui est passé, les brouilles avec Aspinall, avec John Jones. Est-ce qu'il va y avoir combat, pas combat? Quelle est l'envie de Cyril? Jusqu'où il veut, à quel point il veut ce combat, soit cette revanche face à Jones, ou soit un combat contre Aspinall. Je ne sais pas si ça va être une demi-finale là, ce combat.
Mais, C'est pas présenté comme ça, en tout cas. mais voilà, c'est la suite en fait. Je pense que ça va être important pour lui de gagner ce combat, en tout cas, s'il veut maintenir sa place dans le top 3. Ouais, effectivement, et Bafodé, Volkov aussi est bon debout, il est bon en pied-point. Techniquement, t'estimes quand même que Cyril est largement au-dessus. Il est vraiment Pour moi, il est largement au-dessus et je mise sur un finish au deuxième round. Un D'accord. TKO de Cyril au deuxième round. Cyril, il est arrivé très vite. On peut dire ce qu'on veut. Son parcours, il a été hâté ou pas. Pour moi, il a démontré des grandes choses en peu de temps. Et pour moi, là, c'est juste histoire de remettre les pendules à l'heure. Mais pour moi, faut qu'il fasse un finish. Faut que Volkov, c'est un bon adversaire aussi. Mais pour moi, il gagne au-dessus. Il sera champion un jour? Et quand je dis champion, alors c'est terrible parce qu'à chaque fois, à chaque fois, il faut préciser. Champion de quoi? Champion intérim en battant Spinal ou champion en allant éventuellement rechercher Jones? On ne sait pas quelle sera la situation de Jones en 2025, mais en tout cas, toi, tu le vois réavoir une ceinture. Pour moi, s'il continue sur sa lancée, dans l'état d'esprit, au nombre de fois que je l'ai vu, comment je le vois dans son état d'esprit, pour moi, s'il continue comme ça, oui. D'accord. Très bien, très bien. On va continuer avec le reste de la carte. Je disais qu'on sait que tu aimes bien Shavkat Rakhmonov. Qu'est-ce qui te plaît dans son style, au-delà du fait que ce soit un finisseur ultime, qu'est-ce qui te plaît dans le style de Shavkat Rakhmonov? Moi, ce qui me plaît dans son style, c'est qu'il veut finir le combat, tu vois. C'est qu'il ne laisse pas la possibilité au juge de décider pour lui. Et aussi, moi, dans sa carrière amateur, tu vois, il a combattu aux IMAF, il a 2 défaites en amateur, et ensuite, il s'est lancé en pro. Et il a fait les choses pas à pas. Il est arrivé à l'UFC à 13-0. Aujourd'hui, il est à 18. Ouais, c'est ça. Ou à 12-0, il a fait 6 finishes à l'UFC. Donc, pour moi, il a pris son temps aussi. C'est dans le développement de carrière, tout ça, sa façon de combattre et tout. Mais pour moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il finit les adversaires. C'est ça qui est intéressant chez lui. Et là, sur ce combat aussi, il a un gros mec c'est un mec aussi qui est invaincu et qui s'il gagne à la décision, il va s'en contenter. Ouais. Donc, c'est un beau match-up. C'est un beau match-up, mais je vois Shavkat au-dessus quand même. Shavkat Rakhmonov, qui, on le rappelle, il devait disputer la ceinture welterweight face à Belal Mohamed. Belal Mohamed qui s'est blessé. Ouais, c'était une belle opportunité pour lui, mais là, en battant l'Irlandais, il va pouvoir, en tout cas, asseoir un certain statut. Parce que voilà, je suis invaincu, je terrasse un autre invaincu. Là, il n'y aura plus de débat possible. Donnez-lui sa ceinture. Même. Effectivement, et ce qui est incroyable entre ces deux combattants, c'est qu'ils se sont entraînés ensemble. Oui. Ils ont même fait 3 à 4 sessions de sparring ensemble avant que Yann Machado Gary aille au Brésil pour s'entraîner de son côté. J'imagine que sur le circuit amateur, on croise tout le monde. On croise notamment des gars avec qui on a sparé. Toi, ça a été le cas, j'imagine. Comment t'abordais ces combats-là? Moi, j'ai rencontré personne. Tous les mecs que j'ai affrontés... Personne de ceux avec qui tu t'es entraîné? Non. Le seul mec que j'ai affronté, et après on était en équipe de France ensemble, c'était Wally. Mais sinon, il était en 84, moi en 93. D'accord. Mais sinon, par exemple, mon combat pour la ceinture, Anthony Nantois, on s'était jamais vu. D'accord. Pourtant, lui était champion de France avant moi, et moi, j'ai pris après, mais on s'était jamais vu. La plupart du temps, les mecs, moi, je les rencontre jamais. Peut-être après, ça fait du fait que ça fait pas longtemps que je fais ça, mais après, je sais que c'est des choses qui arrivent. Et c'est là où on voit que les MMA, c'est un monde petit, tu vois. Ah oui. Tu peux voir quelqu'un, des fois, vous vous posez la question, peut-être lui, ça peut être un futur opposant, mais moi, personnellement, ça m'est pas arrivé. Après, c'est le sport, hein. Ça va peut-être arriver au niveau professionnel. Souvent, le passage chez les pros, ça redéfinit pas mal, notamment les catégories. Certains montent, certains descendent. Et effectivement, tu peux être amené à affronter des gars comme qui, je pense que ça va arriver, je pense. Très bien, très bien. Juste un dernier mot. Bryce Mitchell, personnage fantasque, très particulier, Malik. Ses bottes et son short. Et sa Bible, surtout. Sa Bible dans la cage. On ne sait pas ce qu'il nous a prévu pour cette UFC 310. C'est le combattant croyant, là. Exactement. Très, très croyant, Bryce Mitchell. C'était le KO par... comment il s'appelle? C'était par Josh Emmett. Josh Emmett. Et c'était un KO très, très dur. Le petit méchant roux. Exactement. Et donc, il est de retour. À quoi tu t'attends? On rappelle qu'il y a quelques temps, il affrontait Ilia Topuria. Ouais. C'était un gros match-up face à Ilia Topuria. Finalement, Topuria s'est imposé en le finissant. Il revient. Est-ce que tu penses qu'il peut repartir sur la hype qu'il a eue à un moment? Est-ce qu'il a la foi? On imagine que oui. Alors je pense que oui. Vraiment, il avait un profil intéressant avec son style et ses finishes. Mais voilà, le combat, c'est ça aussi. C'est la dureté du combat. Ne l'enterrons pas tout de suite.
Moi, je suis pressé de voir comment il va pouvoir rebondir suite à ça. Mais c'est vrai que ça va être difficile, hein. On parle de combat, on parle de surtout des KO, ça génère un stress, ça génère des appréhensions. Donc reste à voir comment il va surmonter tout ça. Bafodé, un petit mot du main event, catégorie flyweight. On dit souvent que c'est les petits bonhommes, c'est la catégorie qui intéresse le moins à l'UFC. Mais il faut quand même reconnaître à Alexandre Pantoja déjà qu'il est très dominant dans cette catégorie. Il est à 9-0 contre les membres du top 10 des flyweight. Donc il a déjà plus ou moins lavé la catégorie, si je puis dire. Et on lui amène donc Kaya Sakura, qui vient du Rising, directement pour la ceinture. Comment tu vois ce match-up-là ? Il y a pas mal de monde qui sont très curieux, hein, des gens qui sont curieux de voir ce que Kaya Sakura peut proposer face à Pantoja. Certains vont même jusqu'à dire que c'est peut-être l'invité surprise et qui peut aller décrocher la ceinture. Moi, je vois Pantoja gagner. Je pense que Pantoja, il a, comme tu as dit, lavé la catégorie. Kaya Sakura, il peut amener du 109, mais là, on parle d'un mec qui a battu 2 gros champions de l'UFC dans sa caté, qui est là pour installer son establishment, comme on dit. Donc non, pour moi, je le vois même le finir. Hein. Ah oui, finalisation de Pantoja. Ouais. D'accord. Malik, est-ce que tu es d'accord avec cet avis-là ? Alors, finalisation, non, mais domination sur le long du fight. C'est un habitué des 5 x 5. Et il est durable. C'est un combattant durable. Et c'est vrai qu'on le voit parfois dans le combat ralentir. Mais puis après, il revient, je ne sais pas ce qu'il a dans son eau ou quoi. Mais à chaque fois, il va jusqu'au bout des combats. Et il finit de manière assez solide. Donc, je pense que c'est un combat qui va aller à la décision. Parce qu'en face, il y a de l'adversité. Ouais. Et il va avoir un temps d'adaptation aussi. Sakura vient d'une autre organe, hein, avec des règles aussi qui peuvent varier. Donc ça va être un combat qui, pour moi, va aller à la décision. Très bien, on va suivre ça. Donc ce sera dans la nuit de samedi à dimanche, UFC 310. Gros événement pour terminer l'année, c'est le dernier événement numéroté de l'UFC. Juste avant de terminer ce podcast, j'ai face à moi 2 élégants membres de la communauté guinéenne. Mine de rien, il faut le dire. C'est important. La Guinée. Bafodé, toi, tout comme Malik, hein, vous avez tous les deux des attaches en Guinée. Bafodé, est-ce que tu peux me raconter, toi, tu y es allé régulièrement depuis ton enfance. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu ressens quand tu es là-bas ? Et est-ce qu'éventuellement, un jour, l'idée de combattre en Guinée, ou en tout cas sur le continent africain, c'est quelque chose qui te motive et t'aimerais montrer quelque chose, te montrer auprès de ta famille qui est là-bas en Guinée? Alors ouais, clairement. Là, tu sais, moi, comme j'ai dit, je voulais pas forcément faire du MMA. La Guinée, c'est mon pays d'origine, de mes parents. J'ai choisi ma femme là-bas aussi. Donc, je suis très attaché en Guinée. Ça fait 2 ans que là, je suis pas allé, mais je compte y retourner. Après, ouais, si j'arrive où je dois arriver, où Dieu me permet d'arriver dans les MMA, forcément, j'aimerais faire quelque chose en Guinée. Faire quelque chose en Guinée, on parle éventuellement déjà de combattre, si une organisation te permet de combattre sur le sol africain et notamment en Guinée, mais aussi éventuellement des stages, peut-être créer des ponts en fait entre des jeunes Guinéens qui voudraient s'essayer au MMA en te voyant peut-être et qui voudraient rejoindre les rangs professionnels. À l'image de Francis, comme il a fait, développer petit à petit, ce que je pourrais faire là-bas, j'essaierai de le faire. Mais ouais, forcément, aujourd'hui que je suis dedans, je songe à être professionnel. Donc ouais, ça sera une idée dans le futur à faire, bien sûr. T'as déjà des plans éventuellement ou des idées? Ou est-ce que pour l'instant tu te consacres à ce que tu as à faire? Parce que tu nous as expliqué... Moi, dans les MMA, j'ai compris qu'il fallait être très égoïste. Tu vois, j'ai déjà même aujourd'hui des propositions pour être entraîneur, mais moi je veux rien. Entraîneur en Guinée? Non, entraîneur de... Tu vois, j'ai dit non. Moi je suis là, j'ai envie de me concentrer sur ma carrière professionnelle. Mais plus tard, je pense, dès que j'aurai aussi l'âge, à partir de 40 ans, je pense, j'aurai plus dans la transmission. Donc du coup, à cet âge-là, il n'y aura pas de problème. Très bien. En Guinée ou peut-être en France, mais moi, mon but, c'est d'aller en Guinée. Ouais. Très bien. Donc très attaché à la Guinée comme toi. Très attaché. Et puis, non, il y a une jeunesse, il y a de l'énergie, il y a une envie aussi. Et après, tout reste à faire. C'est ça le défi. Tout reste à faire. L'idée aussi, c'est pas de dire, nous, on peut aller planter une graine, et puis après, il va falloir que chacun puisse se développer à sa hauteur. Il y a des combattants là, il y a de la boxe, en Guinée, il y a du judo, il y a tout ça. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre un peu de chacun et fonder quelque chose de solide qui grossit là-bas? Je sais qu'à Abidjan, il y a beaucoup de choses qui se passent là sur le MMA. Il y a une organisation là qui est en train de faire, et j'ai vu,
Et c'est vraiment très encourageant ce qui se passe là-bas. Et pourquoi pas prendre exemple un peu sur ce qui se passe là-bas localement pour développer aussi sur les à côté. Mais parfois, il y a des éléments, on parle de l'Afrique, on dit, regarde, il y a tel ou tel événement, mais quand on regarde, on se dit, non, ça ne met pas en valeur, en tout cas, le travail qui peut être fait, ça ne met pas en valeur, ça ne met pas à l'honneur, en tout cas, toutes ces possibilités-là. Et quand j'ai vu le gala qui a été fait à Abidjan, je dis, non, là, vous nous rendez fiers, les gars, parce que c'est bien organisé, c'est bien produit, c'est bien les combats ils sont divertissants, il y a de l'opposition, donc vraiment ça c'est quelque chose qu'il faut dupliquer, il faut regarder vers cette voie-là. Et ça et même sans aller regarder direct vers un UFC, non, bien sûr. Regarder ça, ce qu'ils ont fait là, juste quand on regarde, on dit non là, il y a quelque chose d'intéressant. Non seulement ça donne envie de regarder, et puis ça donne aussi envie d'envoyer des gens là-bas. Ça donne envie de combattre, pourquoi pas là-bas. Et c'est ça qui est intéressant. Donc que ce soit en Guinée ou ailleurs en Afrique, allons vers ces choses-là. Très bien, sur ces bons mots. Malik, Bafodé, merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le podcast. Bafodé, on va suivre la carrière professionnelle. Merci beaucoup, merci. Bravo encore une fois pour les titres, merci. La médaille d'argent et donc cette ceinture à l'AEF. On va suivre très attentivement. Donc Ares ou Hexagone MMA, on verra quelle sera ta décision. Je vous rappelle très rapidement le rendez-vous de ce week-end du UFC 310 sur notre antenne à partir d'1h GMT dans la nuit de samedi à dimanche. À très vite, début 2025 pour le prochain épisode des Off the Card.